C'est donc le docteur Marlène Nobré, qui est déjà intervenu hier, qui va intervenir maintenant sur des mitochondries à la lumière coagulée, quand le spirituel inspire la science. Marlène. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici de nouveau. On va voir ce matin des mitochondries à la lumière coagulée quand les spirituels inspirent la science. D'abord, on va parler un peu de l'intuition. C'est une manière de capter des informations sans avoir recours aux méthodes de raisonnement et de logique. Pour Carl Gustav Jung, un des représentants de la psychologie contemporaine, l'intuition est la fonction de la psyché qui dévoile les possibilités. Beaucoup avaient pris un banc avant Archimède, ou bien vu tomber une pomme avant Newton. Mais ces deux savants ont su en tirer des conclusions qui allaient changer la voie de la science. Kekulé a obtenu la formule du benzène dans un rêve et Fleming a trouvé la conclusion correcte en constatant que la moisissure empêchait le développement à la culture des bactéries. Ces conclusions intuitives ont changé la science et ont été très bénéfiques pour l'humanité. L'intuition et les lois de la physique. Albert Einstein, il a dit, dans les préfaces du livre Où va la science de Max Planck, aucune voie logique ne mène à ces lois élémentaires de la physique. Seule y mène l'intuition, soutenue par une sorte de sympathie avec l'expérience. Pour Amity Goswami, que j'ai déjà cité hier, qui est professeur de physique quantique à l'Oregon, États-Unis, il dit que 5 expériences indépendantes ont prouvé que les personnes peuvent communiquer, que leurs cerveaux peuvent communiquer sans se trouver au même endroit. Autrefois, on pensait que l'intelligence ne fonctionnait que d'une manière. Notre cerveau était un peu comme des logiciels dans un ordinateur. En fait, il n'y avait que l'intelligence rationnelle. Mais il existe une communication non locale entre nos cerveaux qui est l'interconnexion avec ce que l'on appelle la conscience. La conscience, j'ai déjà dit pour M. Goswami, c'est l'âme, l'esprit. Notre conscience ne se trouve pas dans notre cerveau. Elle
n'est pas de notre individualité. Elle est cosmique et elle débouche sur l'intelligence spirituelle dans laquelle l'intuition est incluse. C'est lourd les poids du rationalisme. Parce que lorsque nous ne dépendons que du rationnel, ce qui est tendance la plus répandue aujourd'hui, nous dilapidons notre intuition. Voici quelques exemples. Lorsque des personnes sont très proches de la matière physique et n'accordent de l'importance qu'au rationnel, elles ont du mal à ouvrir les portes de leur âme à l'intuition. Auguste Comte, par exemple, dans son cours de philosophie à la moitié du XIXe siècle, affirmait que l'homme n'arriverait jamais à connaître la composition chimique des étoiles. Et néanmoins, quelques décennies plus tard, les chercheurs ont découvert la spectroscopie, qui a permis de faire un pas énorme dans la connaissance de l'univers et la composition des étoiles. À la fin du XIXe siècle, Lord Kelvin a annoncé la fin des découvertes scientifiques, juste à la veille des plus grandes découvertes de la physique, qui allaient révolutionner tous les concepts suivis jusque-là et qui ont été faites pendant les premières décennies du XXe siècle. L'intuition, pour nous, spirites, est une faculté médiumnique inhérente à tous les individus. Elle est la médiumnité la plus primitive et universelle de toutes. Je vous apporte aujourd'hui un matériel de réflexion pour la science qui va bien au-delà de l'intuition. Il s'agit des révélations touchant la médiumnité ostensible. Je vais vous parler un peu du legs extraordinaire laissé par la médiumnité de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Nous commençons par l'année 1945 avec le livre d'André Louis, l'esprit d'André Louis, un médecin, qui a dicté Missionnaire de la Lumière, qui est déjà en français. Le chapitre 2 nous apporte des enseignements surprenants sur la glande pinéale ou épiphyse. À l'époque, elle était considérée comme un organe vestigial qui avait pour unique fonction d'éveiller la sexualité de l'individu à l'âge de la puberté. Les informations contenues dans ce livre nous apprennent toutefois qu'elle gouverne le monde des émotions, qu'elle contrôle tous les systèmes endocriniens, qu'elle commande
les forces subconscientes, qu'elle fournit des énergies psychiques aux organes, qu'elle est une des plus importantes sources des créations et finalement qu'elle est la glande de la vie mentale. Ces informations avaient certainement de quoi surprendre à l'époque, et nombreux sont ceux qui sont encore surpris de nos jours. Toutefois, en 1958, Aaron Lerner et ses collaborateurs de l'université de Yale ont découvert la mélatonine, une hormone spécifique de la glande pinéale. À partir de là, les recherches à ce sujet n'ont cessé d'augmenter dans de nombreux laboratoires à travers le monde, avec des résultats surprenants qui sont de plus en plus proches des fonctions décrites par le médecin André Luiz. Comme nous n'avons pas le temps d'approfondir ici les résultats déjà obtenus dans ce domaine, nous vous conseillons de consulter les travaux réalisés dans tout le monde et aussi dans l'âme association médico-spirit brésilienne. Les trois cerveaux. À 1947, le livre Dans le monde supérieur, qui a déjà en français, dit que toujours les mêmes auteurs, André Luiz, les médecins, l'esprit André Luiz conçoit notre demeure mentale sous les formes de trois étages, chacun d'eux étant lié à des structures déterminées de l'encéphale. Dans les premiers, nous avons le cerveau initial, les subconscients, où résident l'habitude et l'automatisme. C'est le sous-sol de notre individualité, où sont archivés les moindres faits de notre vie. Dans la région des cortex moteurs, nous avons le cerveau développé qui gère nos activités quotidiennes. C'est le conscient, l'ici et le maintenant. Lorsque nous nous en servons, nous employons l'effort et la volonté pour atteindre nos conquêtes actuelles. Dans les lobes frontaux, nous avons les superconscients. C'est là que gisent les matériaux de l'ordre sublime que nous devons développer progressivement. C'est là que se trouve également l'idéal et l'objectif supérieur à atteindre. Dans ce même sujet, les trois cerveaux, en 1968, 21 ans après le lancement du livre Dans le monde supérieur, les neuroscientifiques Paul MacLean a lancé le livre The Human Brain in Evolution. Il décrit l'existence des trois formations: la reptilienne ou complexe R, qui est reliée au tronc encéphalique, la paléomammifère
relatives au système limbique et le néomammifère qui est relié au néocortex. Ces zones se superposent et sont les témoins des différentes étapes de l'évolution phylogénétique. Dans ce même sujet, nous avons en 1946, dans le livre Ouvrier de la vie éternelle, que nous avons aussi en français, dont l'auteur est aussi l'esprit de médecin André Louis. Il a dit d'autres enseignements. Il en a un concernant les sièges de l'âme. L'âme se situe, selon André Louis, dans les 4e ventricules de l'encéphale. Le docteur Wilder Penfield a écrit en 1983 dans The Mystery of the Mind que l'indispensable substrat de la conscience se trouve en dehors du cortex cérébral, probablement dans les diencéphales. Il fait donc référence au tronc cérébral supérieur. Penfield y voit la porte d'entrée et de sortie de la pensée. On ne peut ignorer non plus ce qu'a dit Descartes à propos de la glande pinéale en tant que siège de l'âme. Elle fait partie du diencéphale. Il n'est pas difficile de faire un lien entre Descartes et les découvertes de Penfield. Nous avons ici Andrew Newberg, des neuroimages et les 3 cerveaux. Les neuroscientifiques Andrew Newberg de l'Université de Pennsylvanie, dans une étude sur les moines et les cerfs en méditation, comme a fait Beauregard, nous a présenté des neuroimages du cerveau qui confirment les enseignements d'André Louis. Nous pouvons voir ici que pendant la méditation, les lobes frontaux sont activés. André Louis affirme dans le livre Dans un monde supérieur que ce sont les lobes frontaux qui nous relient aux sphères supérieures. Nous savons également que ce sont eux qui nous rendent plus humains. À propos du pensée comme sécrétion de l'esprit, les livres Action et Réaction, je ne sais pas si est déjà en français, de 1957 et Évolution dans des mondes de 1958 et Mécanisme de la médiumnité de 1959 contiennent des informations essentielles sur la pensée. Parmi beaucoup d'autres enseignements, nous apprenons que les pensées sont sécrétées par le corps mental, qui est une des enveloppes de l'esprit, qu'elles sont constituées d'atomes et de particules qui ont une fonction quantique, mais
un autre étage de la matière, qu'elles produisent des ondes électromagnétiques dont la vitesse est supérieure à celle de la lumière. Ce sont des ondes superlumineuses que nous avons la possibilité d'organiser dans notre cerveau. Nous apprenons surtout que c'est les sentiments qui donnent une forme et une nature à la pensée. En 1989, les mathématiciens Roger Penrose a lancé The Emperor's New Mind. En partant du théorème de Gödel, affirme Penrose qui prouve que les ordinateurs ne traitent pas des signifiés. Il précise que le cerveau n'est pas être les logiciels de l'ordinateur, car les programmateurs ne peut que se trouver en dehors du système. Penrose considère les possibilités mentales comme non matérielles. En 1993, dans le livre The Self-Aware Universe, Amit Goswami reprend le travail définitif de Penrose. Il rappelle ce travail historique par la suite d'un d'autres ouvrages indispensables, y compris en 2004 des Quantum Doctrine. Goswami affirme que la conscience ne se trouve pas que se trouve en dehors de la matière. La conscience, l'âme, l'esprit se trouvent en dehors de la matière. Elle englobe tous les composants de l'être. Les pensées sont produites sous la direction directe de la conscience et elles obéissent aux lois de la physique quantique, comme nous a dit André Louis. Alors, nous allons parler un peu des pensées et émotions. En 1968, par Francisco Cândido Xavier, a écrit Emmanuel, son guide, le livre Pensée et vie. Et aussi, en 1958, Évolution dans des mondes. Ils ont dit que la pensée secrète, la pensée humaine secrète, sécrétine, thyroxine, insuline, hormones, qui sont des fermentations qui produisent aussi sommeil, rénovation des cellules, etc. sont toujours des enzymes. Et aussi, elles produisent art, extase religieuse, transmédiumnique, etc. Et aussi les états dangereux. Quels sont les états coléreux, les états d'épilepsie, et schizophrénie, etc. Quand l'esprit est dérangé, déséquilibré,
les fermentations sont dégénérées. Comme j'ai déjà dit, dans les états de colère, d'épilepsie, de schizophrénie, etc. Et comment on va faire la liaison entre molécules et les émotions? Nous allons partir de 1983. Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, la contribution de Wilder Penfield fut extraordinaire avec la découverte de la physiologie des émotions. Il a plus particulièrement découvert les rôles du système limbique, c'est-à-dire l'hypothalamus, l'hypophyse, l'amygdale dans le monde des émotions. Pendant la moitié des années 80 aux États-Unis, Dr. Candace Pert a surpris la communauté scientifique en présentant une étude extraordinaire sur les neuropeptides, ou molécules fabriquées par le système nerveux, dans laquelle elle voulait prouver que Penfield avait raison au sujet des systèmes limbiques. C'est pas fait. Elle alla plus loin que ça, en démontrant la manifestation physiologique des émotions dans le corps physique. La docteure Candace Pert a pu identifier 60 neuropeptides ainsi que 60 récepteurs des neuropeptides distribués dans tous les corps. En voici quelques exemples. Les bêta-endorphines, les hormones comme l'insuline, les hormones de la thyroïde et d'autres glandes, outre les autres substances produites par les émotions. Grâce à des marqueurs radioactifs, elle a démontré leur présence dans tous les corps, ce qui prouve que les émotions se répercutent totalement dans le corps. En réalité, les récepteurs de neuropeptides sont les véritables clés de la biochimie de l'émotion. Toutes les enzymes et fermentations sont fondamentales dans ces processus, car elles agissent surtout sur les récepteurs des neuropeptides qui sont indispensables pour que ceux-ci puissent agir. Elles peuvent donc permettre ou ne pas permettre la répercussion partout. Elles peuvent donc permettre ou ne pas permettre la répercussion partout dans le corps. Nous sommes ainsi responsables pour notre émotion et pour abîmer ou pas notre corps physique. Comme l'a dit André Louis en 1958, ce sont des enzymes aux fermentations qui assurent les activités du corps physique et celles-ci peuvent être équilibrées ou déséquilibrées. Selon les médecins désincarnés, les enzymes sont produites par la pensée. Celles qui sont dégénérées les sont
également et elles agissent sur les états déséquilibrés. Il y en a beaucoup de choses là-dessus. Psycho-neuro-immunologie. La docteure Gandespert a prouvé dans la pratique les dialogues entre les systèmes nerveux, les systèmes endocriniens et les systèmes immunologiques. Il s'agit de la psycho-neuro-immunologie. L'endocrinologie et la neuroscience sont des aspects du même processus. Et les deux se joignent à l'immunologie qui fait également partie de ce système conceptuel et ne doit pas être considéré comme une discipline séparée. Rappelons ici le travail extraordinaire de balayage des monocytes qui recherchent et absorbent les substances étrangères n'appartenant pas au corps dont ils sont originaires, en faisant une distinction parfaite entre les selfs et les non-selfs. Ils sont dotés du récepteur des neuropeptides pour faire les balayages. Ils sont les monocytes, ils se communiquent directement avec les cellules de type B et T du système immunologique pour lutter contre une maladie ou pour assurer un langage défensif parfait. Nous constatons donc que les neuropeptides sont les clés pour la connaissance de la biochimie de l'émotion de l'organisme. Ce sujet-là, corps, esprit, système intégré, nous avons dans les travaux aussi de la docteure Gandespert qui nous permettent de conclure que la pensée est un système intégré et un réseau dans lequel les substrats physiques est représenté par le corps, c'est-à-dire par le cerveau. Il existe une entité unique, intégrée, corps-pensée. Il existe également un substrat immatériel qui est la circulation du flux d'informations. Il existe, les neuropeptides sont des molécules de signalisation. Ils sont responsables de la manifestation physiologique des émotions. Comment fonctionne ce flux d'informations? Les neuropeptides parlent et les récepteurs des neuropeptides écoutent. Nous pouvons ainsi brancher les réseaux n'importe où y arriver à un autre. Nous faisons allusion ici au traitement de l'information émotionnelle. La pensée serait celle qui maintient ces réseaux unis, c'est-à-dire
c'est l'esprit. Parce que la pensée est produite par l'esprit. La docteur Gundespert est convaincu que la pensée et la conscience sont indépendantes du cerveau et donc du corps physique. À ce sujet-là, l'intégration avec le monde cellulaire, nous avons beaucoup d'informations. En 1958, chapitre 8 du livre Évolution d'un des mondes, André Louis nous présente comment l'esprit influence les cytoplasmes. Cette influence se manifeste par le biais des biophores ou accumulation d'énergie spirituelle présente dans certains organelles du cytoplasme comme les mitochondries. Les ordres instinctifs partent de la pensée, du corps mental, à travers les pensées et y arrivent aux gènes par l'intermédiaire des biophores humiers, encore par l'intermédiation des mitochondries. Ainsi, sous les contrôles mentaux, sont produits les neuropeptides et les ordres sont expédiés via les biophores vers les anticorps et autres agents immunologiques. Voici quelques processus importants liés aux mitochondries. Comme elles sont reliées à la chaîne de l'oxygène dans le corps physique, André Louis rappelle leur importante fonction dans le cadre de la respiration. Avec l'air, nous assimilons les fluides cosmiques universels. Les mitochondries sont responsables non seulement de l'assimilation de l'oxygène par l'organisme, mais principalement de la formation des chimiotactiques électromagnétiques qui sont des substances liées au double éthérique, au corps vital, c'est-à-dire qu'elles produisent ce que l'on appelle les fluides magnétiques qui est en réalité les fluides vitaux ou ectoplasme. Ce fluide est un dérivé du fluide cosmique universel qui permet l'union de l'esprit et de la matière et qui se concrétise dans le corps vital ou double éthérique. Si les mitochondries sont reliées à la production d'ectoplasme et si sans ectoplasme il ne peut y avoir de vie, il est juste de déduire qu'elles sont également en lien avec la fin de la vie physique et les mitochondries. C'est que nous allons voir plus loin. Nous savons que l'ADN du gène nucléaire ne contient pas d'instruction d'autodestruction. Les gènes ne possèdent pas cet ordre. En 1996, à Villejuif, en France, Guido Clément
et l'équipe qui travaillait au Centre national de la recherche scientifique nous ont apporté une réponse très importante à ce que dit André Louis. Ils ont découvert les liens entre la diminution du potentiel mitochondrial transmembranaire et les processus de l'apoptose, qui est l'interruption de la réplication de l'ADN, c'est-à-dire les processus de mort cellulaire. En 1958, dans le livre Évolution dans le monde et pensée et vie d'Emmanuel, nous disons que le génome est un héritage imposé selon notre mérite ou notre démérite, c'est-à-dire selon les plans dans lesquels nous pouvons évoluer. Il souligne néanmoins que les comportements positifs ou négatifs, c'est-à-dire selon la loi de Dieu, qui est la loi d'amour, on peut changer l'expression des gènes. Il affirme que par le biais des biophores, nous pouvons accentuer ou diminuer les aspects négatifs de nos génomes. Nous pouvons ainsi changer tous les jours ce qui était écrit ou les maktoubim de notre héritage. En conséquence, les actes bons et remplis de vertus accentuent les aspects positifs et ont une influence sur l'expression de nos gènes. L'hérédité et comportement, ici, dans les dernières découvertes, nous avons en 2000 ans les travaux de M. Dr. Kazuo Murakami de l'université Chizukubo au Japon, qui a découvert l'ADN de l'arénine, a écrit un livre provocateur, Les codes divins de la vie, The Divine Code of Life. Dans ce livre, parmi d'autres enseignements, le chercheur nous dit: vos attitudes et l'environnement dans lequel vous vivez peuvent altérer vos gènes. C'est la pensée négative qui viole les lois de la nature. Les bons résultats scientifiques dépendent de l'intuition. Il fait une reconnaissance que peu de scientifiques font. Il fait son reconnaissance du valeur de Dieu, quelque chose de supérieur selon M. Murakami. Ici, dans le livre La biologie de la croyance, Bruce Lipton nous a donné d'enseignements beaucoup plus proches de M. Murakami. Les gènes ne lient ni délient seuls. Les gènes ne contrôlent pas les êtres vivants. Pensée positive et gènes, on peut modifier les gènes. Il propose une nouvelle biologie, l'intégration entre biologie et esprit, entre esprit et science. Le comportement des protéines est géré selon
Bruce Lipton par leur changement des charges électromagnétiques et non par l'ADN. Ici, nous avons une chose très importante qui est bien récente dans la science. Ce sont les biophotons. En 1968, dans le livre Évolution d'un démon, André Louis nous dit que pour produire l'action des enzymes, il affirme qu'elles sont produites par la pensée. J'ai déjà dit. Il dit que ce sont des substances magnéto-électrochimiques qui vont d'un tissu à un autre, interférant sur les propriétés moléculaires ou en catalysant des réactions chimiques. Elles sont essentielles pour l'appui de l'économie organique et pour la défense immunologique. Nous avons déjà vu ce que cela veut dire du point de vue des émotions et des réseaux pensée-corps. Mais dans ce chapitre, nous attirons votre attention sur le fait que sont produites des substances chargées, des charges électriques, et que celles-ci sont directement reliées aux photons. Mais il y a plus encore. En 1959, dans le livre Mécanisme de la médiumnité, nous apprenons qu'il existe un commandement de la pensée sur les chakras sacrés, ou centre de force pour la production de substances essentielles. Mais André Louis souligne que cette procédure s'est faite par les biais d'oscillations inépuisables de la pensée. Or, la pensée, c'est d'ordre électromagnétique. Or, les photons sont les quantas des champs électromagnétiques. André Louis nous révèle donc la présence des photons dans la réalisation de toutes ces opérations. Uniquement à titre de rappel, les photons est un aggloméré d'énergie localisée et il existe des photons invisibles comme ceux des rayons infrarouges et ultraviolets. Récemment, nous avons entendu parler des biophotons qui sont des émissions ultra faibles des photons par des systèmes biologiques. Bien qu'il n'utilise pas spécifiquement les mots biophoton, André Louis nous parle d'oscillations inépuisables de la pensée, qui sont des ondes électromagnétiques. Ce sont donc les oscillations qui ont les photons pour base. Ici, nous sommes très contents d'avoir M. Albert Popp de notre congrès in Bonn, Allemagne, le week-end prochain, avec nous, heureusement. Il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Il a dit qu'une réaction chimique s'est produite si et seulement si au moins un des composants de la réaction est excité par
un photon d'énergie d'activation convenable. Et A égale à H, F, où F est la fréquence du photon activateur et égale la constante des plans. Et ça a bouleversé les laboratoires de l'Allemagne et du monde parce que les études continuent, heureusement, et les photons ici sont par à faveur du corps double éthérique et la possibilité de l'esprit de s'unir à la matière. Cela signifie que sans photons, les réactions chimiques ne sont pas possibles. La distribution des photons régule la réactivité chimique dans la matière vivante et non vivante. Et aussi, nous avons l'information spirituelle de 1968 dans le livre Et la vie continue, chapitre 9, la matière est de la lumière coagulée. Et 75, Bob Tobin et Fred Alan Wolf ont écrit un livre, Space, Time and Beyond, et des physiques, ils ont dit la matière n'est rien de plus que de la lumière capturée gravitationnellement. Nous, au Brésil, nous attendons le développement de ces théories. Mes amis, c'est un peu des révélations. Il y en a beaucoup d'autres à travers Chico Xavier. Mais la constatation des enseignements des esprits, c'est que l'amour, c'est notre sublime destination. Pour avoir de la lumière spirituelle, nous avons besoin de l'amour. Sans l'amour, l'humanité n'aura pas futur. Notre affection, notre gratitude à Chico Xavier. Il est à gauche. Merci beaucoup.